Voilà, donc je vais présenter donc une petite introduction, une brève introduction pour parler de l'IoT et Big Data Analytics, en essayant d'aller vers les objectifs suivants. Donc, le premier objectif pour nous, c'est de réussir à introduire l'IoT et Big Data Analytics. Donc, pour trouver un peu les liens, bien les liaisons entre les deux parties. Bien sûr, l'IoT, c'est, comme on a déjà vu, donc c'est un ensemble d'objets connectés à l'Internet. Et par conséquent, donc, cette connexion, il permet de capturer des data ou bien des informations qui peuvent servir bien au champ d'analyse. Quelles sont les opportunités, quels sont les outils avec lesquels on devrait travailler et quels sont les frameworks avec lesquels on peut travailler. Donc, c'est répondre à ce genre de questions. Alors, concernant le Big Data Analytics, ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on entend par le Big Data Analytics? Et puis, je vais en fait pas tarder à ce niveau-là, peut-être que je vais être très bref, et je vais donc me consacrer à une application, un exemple d'application donc que j'ai choisi. Donc, et par hasard, donc c'est une application qu'on pourrait trouver dans beaucoup de littérature, et par conséquent donc je l'ai choisi. Donc, c'est l'analyse des troubles de sommeil chez quelques humains. Peut-être moi j'en fais partie. Donc c'est les troubles de sommeil pour des personnes, et on veut donc les superviser chez eux. Ça peut être dans leur maison, donc dans leur domicile, comme ça peut être dans des cliniques ou bien dans des hôpitaux. Et le but donc c'est d'équiper ces endroits-là pour ces gens, de les équiper par un ensemble de dispositifs connectés qui délivrent des informations d'une manière permanente. Et ces informations, ils doivent être collectées, analysées pour pouvoir prendre la décision adéquate. Par exemple, modifier la température, ou bien décider de changer la température ou d'abaisser la température, ou bien de changer l'humidité dans la salle, par exemple dans la salle dans une chambre de nuit, par exemple, ou une chambre dans certaines chambres, pour pouvoir donc aider justement ces gens-là qui ont des difficultés à surmonter leurs difficultés. Alors, sur la base de cette application, on va donner lieu à un projet. Donc, un projet que nous allons tous faire, en fait, que vous allez faire vous-même. Nous, on va juste vous encadrer pour ça. Et on aimerait bien donc, parce que ce que je vais faire là, c'est complètement je vais pas dire complètement de la simulation. Donc, on va simuler des capteurs. On va juste les simuler. Mais par contre, dans cette application-là, j'ai aussi fait une application qui prenne des données à partir du smartphone. Ça, c'est pas simulé, donc on pourrait très bien voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de capteurs ici, qu'on pourrait donc très bien s'en servir pour prendre des informations qui peuvent bien être utiles. Donc, dans mon application, il y a en fait un mixage entre ce qui est simulé et ce qui est réel complètement. Par contre, au niveau du projet, on souhaite à ce que tout soit réel. Donc, on souhaite peut-être utiliser des dispositifs. On se limitera peut-être à la mesure de température, à la mesure d'humidité, et on essaie d'avoir des informations réelles, en temps réel aussi, pour pouvoir les stocker et ensuite les analyser. Alors, le sommaire, donc, c'est celui-là. Donc, je vais commencer par introduire l'IoT et Big Data. Ensuite, je vais décrire l'application que j'ai pris comme support de ce cours-là. Ensuite, au niveau de cette application, je vais parler de la spécification et de l'architecture, la description de l'application, l'architecture utilisée ou bien considérée pour faire cette application. Je vais parler de la modélisation, donc notamment, je vais donner deux modèles, un diagramme de cas d'utilisation et puis un diagramme de flot de données, pour donc réussir à comprendre un peu ce que nous voulons faire à travers cette application. Dans cette application-là, on va se baser pour le transfert des données ou bien pour l'échange de données.
on va utiliser le protocole MQTT, donc que je vais présenter ici brièvement aussi, juste pour comprendre un peu son principe. Et puis tout le reste, c'est l'implémentation. Donc l'implémentation de l'application a commencé par la préparation de l'environnement de travail. Donc nous avons besoin, j'ai programmé en Python, donc nous avons besoin d'installer Python, d'installer une certaine distribution pour le data analytics et le machine learning qui est Anaconda. Donc Anaconda est une distribution pour le langage Python et R que nous devons installer. Il y a un certain nombre de packages qui seront installés avec cette distribution. Il y en a d'autres qu'il faut installer en plus. Et donc à ce niveau-là, je vais parler un peu de quels sont les outils qu'il faut mettre, qu'il faut avoir pour pouvoir implémenter l'application. En réalité, quand on parle de ce protocole-là, on va distinguer entre trois choses, ou essentiellement deux choses. Donc un client MQTT, un client, c'est le client donc qui contacte ou qui peut soit publier des données, soit consommer des données, en passant par ce qu'on appelle un broker, MQTT. Et par conséquent, donc, je vais parler ici de la programmation de la partie publisher, celui qui publie des données pour les clients, consommateurs. Et je vais parler aussi de l'implémentation du consommateur, du client qui consomme ces données-là. Donc, c'est comme si on a un canal de communication entre deux parties, donc une partie cliente, publisher, donc c'est celui qui publie des données, et une autre partie, c'est la partie client, subscriber. Bien sûr, il y a une partie tierce, parce que l'un ne connaît pas l'autre, et par conséquent, on doit passer par un broker. Le broker, donc, c'est celui qui va donc gérer les flux de messages échangés entre les différents clients. Et bien sûr, ce client-là, si on utilise le protocole MQTT, donc ça s'appelle un client MQTT, celui-là aussi, et le broker aussi un broker MQTT. Alors, bien sûr, on pourrait échanger dans les deux sens. Ça veut dire le même client peut jouer le rôle de publisher comme il peut jouer le rôle de subscriber. C'est-à-dire je peux être à la fois fournisseur de données et consommateur de données. Et bien sûr, on ne se connaît pas l'un l'autre. On passe par un broker pour pouvoir faire un peu la médiation entre l'ensemble en termes de gestion de messages échangés. Donc c'est ce que fait que vous allez donc voir la programmation du publisher et puis la programmation du subscriber. Il y a aussi l'exploitation des données. Donc ça veut dire que une fois on aura collecté un ensemble de mesures, on va donc commencer par un premier niveau d'analyse, c'est la visualisation. Donc, en quelque sorte, c'est la préparation, c'est la présentation des données, mais par la suite, on verra que ce sont des présentations qui n'aideront pas les décideurs. Il faut alors passer par des transformations, par des analyses, pour pouvoir donc les mettre dans des formes adéquates, aidant à la prise de décision. Je finis par le projet donc que nous allons faire ensemble. Alors le projet, on le fera juste après l'examen, c'est-à-dire que demain on aura une séance qui va continuer sur ça, donc, et comme ça on finit un peu l'élément. Et donc après vous allez convenir avec un contrôle, donc pour la première partie. La deuxième partie, ça serait sous forme de projet. C'est ce projet-là qu'on va vous donner, donc on va vous donner une certaine durée et après laquelle vous devez donc retourner votre travail. Alors le premier point, donc, c'est les points de rencontre entre le big data, analytics et l'IoT. Y a-t-il pourquoi cette corrélation? Pourquoi à chaque fois qu'on parle IoT, on parle aussi big data et analytics? Ben justement parce que on pourrait bien facilement facilement observer que l'IoT c'est le principal fournisseur de données, producteur de données. C'est-à-dire que on va constater que dans le futur, on constate déjà que presque la grande majorité d'informations qui vont être disponibles viendront des objets connectés. Et par suite, cette mine d'informations, il faut, si on veut donc
toujours aider les gens à prendre les bonnes décisions, c'est une mine importante qu'il faut exploiter, qu'il faut donc stocker, qu'il faut analyser, qu'il faut utiliser pour découvrir des données cachées ou bien des connaissances cachées pour pouvoir justement aider à la prise de décision. Mais on voit même plus pour pouvoir même faire de la décision automatique, pour automatiser la décision. Alors quand on est capable par exemple de collecter des informations, de les analyser et d'envoyer une commande à un dispositif, à un objet connecté, ben cela donc permet d'anticiper une certaine décision, même de l'automatiser en temps réel. Et d'où donc cette corrélation entre le big data et l'IoT. L'IoT donc est une source très grande d'informations pour l'analytics. Et c'est ce qui fait que nous avons besoin donc de les associer. Vous voyez en fait là, sur ce petit commentaire, on parle de la prise de décision intelligente sans l'intervention de l'être humain. Comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Donc, si j'arrive à analyser correctement en un temps correct, je pourrais donc envoyer des commandes. On a déjà vu en fait dans le premier cours la notion de régulation. C'est un peu un cycle qui est fermé. Donc, il y a de l'information qui est restituée, analysée, et puis il y a de la réaction pour donc réguler un peu des systèmes. Comme par exemple abaisser une température pour des patients qui ne peuvent pas supporter cette température. Ben, si on n'agit pas rapidement, et ben ça peut être fatal pour certains, et par conséquent donc si on arrive à le faire, c'est bien. Alors le big data et analytics et l'IoT, c'est pratiquement tous les domaines. C'est-à-dire si on veut dire quels sont les domaines qui sont concernés, et ben dès qu'on utilise les standards communs de l'IoT et les bons espaces de travail ou bien les bons cadres de travail, les bons frameworks, on est capable de collecter des informations donc, pour tous ces domaines-là et par suite de les conseiller, en fait, de les aider à prendre les bonnes décisions. Donc vous voyez en fait, si on voit un peu les domaines, c'est pratiquement tous les domaines. Alors, les sources de données, donc, c'est l'IoT, donc c'est les objets connectés, donc c'est les dispositifs. Donc, vous voyez, ça peut être des capteurs, ça peut être des moteurs, ça peut être des agents logiciels, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des êtres humains, des organisations, des entités, c'est-à-dire des groupes d'êtres humains. Tout ça, ça peut être des sources d'informations dès qu'ils sont connectés. Alors, l'autre aspect, en fait, pour ce cadre de l'IoT et du Big Data, c'est l'aspect tout. Si vous voulez, tout est capable d'être source et consommateur. Donc, à n'importe quel moment, à n'importe quel objet ou quel élément, pour n'importe quel objet, pour n'importe quel dispositif, pour n'importe quel contexte, etc. Vous voyez donc la notion d'INI, c'est un peu quelque chose qui est de mise au niveau de ce domaine du Big Data et de l'IoT. Alors, un exemple d'architecture, et j'ai pris en fait une architecture qui va vers la notion de smart home. C'est-à-dire il y a beaucoup d'architectures, mais l'architecture que j'ai considérée aujourd'hui, c'est celle du smart home. Justement, le projet il va porter sur ça. Et c'est pourquoi donc j'ai choisi cette architecture. Vous voyez, j'ai pris ici le Smart Home Case. Alors, on dispose ici, je vais présenter une architecture en 3 couches, comme ça a été déjà expliqué dans le premier cours. Donc, la première couche, bien sûr, c'est la couche physique. C'est le Smart Home, ou bien la maison. C'est une maison où tout est presque connecté. Donc, vous voyez... des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de battement cardiaque, de sommeil ou de position. On va juste d'état de l'être humain. Vous pourrez savoir est-ce qu'il est en état de sommeil, est-ce qu'il est en état de éveillé, etc. Est-ce qu'il est en état de déplacement, ainsi de suite.
Donc à travers des capteurs adéquats, on est capable de savoir la situation d'un être humain et par suite d'avoir quelques informations sur son état, ainsi de suite. Et donc on pourrait imaginer au niveau de la maison un ensemble de capteurs connectés qui vont délivrer de l'information, mais aussi un ensemble d'actionneurs connectés qui vont recevoir des actions ou des commandes. Alors, mais tout ce flux-là, il doit être géré, ou tous ces dispositifs-là, ils doivent être gérés. Bien sûr, la première couche qui va permettre une gestion à proximité, ou une gestion proche, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le fog computing. Le fog computing, donc, c'est tous les services, toutes les tâches en termes de traitement d'informations, mais qui se font à proximité des dispositifs. Ça veut dire qu'ils se font au niveau de la maison elle-même. D'accord, au niveau du réseau local, si vous voulez. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour pouvoir faire certains traitements. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que ce sont des traitements qui ne peuvent pas être faits dans le cloud, par exemple. Parce que l'autre couche, c'est la couche qui donne le cloud, ou qui représente le cloud. Ben, pourquoi le cloud? Parce que si on veut faire des traitements qui sont massifs, ou des traitements intensifs, souvent, en local, on n'a pas tous les moyens, que ce soit matériel ou logiciel, qui vont nous permettre de faire ça. Donc, souvent, pour faire ce genre de traitement, on a besoin de les sous-traiter dans le cloud. Par contre, on ne pourrait pas tout demander au cloud, parce que il y a la notion de temps d'exécution, la notion de latence, d'accord, le temps qu'un travail doit coûter ou doit exiger si je veux traiter ici. Mais par contre, il y a certains systèmes ici, temps réel, qui ont des contraintes en termes de ce temps-là. Et par conséquent, le fog, c'est pour faire des traitements locaux qui ne peuvent être traités sur le cloud. Et d'où donc cette architecture en 3 couches. Donc souvent, quand on veut faire une solution ou un projet Big Data avec l'IoT, Big Data Analytics et IoT, donc il faut considérer ce genre d'architecture. Si vous avez le détail, en fait, par exemple, le Fog Computing Layer adresse de Big Data Analysis Challenge, donc les différents défis, en distribuant les traitements, les tâches et les services dans ce qu'on appelle l'Edge Devices. L'Edge Devices, ça veut dire les différents dispositifs qui se trouvent à proximité. Donc c'est ça le rôle du Fog Computing. C'est donc des traitements locaux, si vous voulez. Oui? Il minimise le nombre de traitements qui peuvent être traités dans le cloud. Oui, exactement. Mais surtout, si on trouve certains traitements qui ont des contraintes en termes de temps. Par exemple, où le traitement que je dois faire, ça ne doit pas dépasser le 10e de seconde. Si je veux faire ce traitement en le soumettant au cloud, eh ben, juste le temps de latence, ça peut être 10 fois plus que ce temps-là. Donc on ne pourrait pas le faire sur le cloud. Et on est dans l'obligation de le faire localement. C'est un peu ça, donc c'est ce qu'on a dit là. Vous voyez, en fait, il y a certaines tâches qui doivent être faites rapidement. Et par conséquent, donc, on ne pourrait pas les faire dans le cloud puisqu'il y a ces contraintes en termes de temps. Et relié au type d'information. Il est relié à la nature de la tâche, aussi au type de l'information, parce que dans la couche à proximité, les informations sont plus à l'état physique, ils sont plus à l'état brut, si vous voulez. Alors que si on veut faire de l'analyse, on n'a pas à faire de l'analyse sur ce genre de données. On a à le faire sur des données qui sont déjà agrégées, déjà synthétisées, et par conséquent donc, ces informations, on ne va pas tout déplacer vers le cloud. On ne déplacera que les informations avec un niveau d'analyse élevé. Par contre, les informations qui sont brutes, quand je dis brutes, donc ça peut être des données analogiques, ça peut être des données digitales, mais voilà, l'ensemble des types d'informations, mais que j'ai besoin de traiter ici. D'accord? C'est un peu ça. Donc c'est ça le but du fog computing. Ici, on a donné quelques exemples ici, quelques exemples de services et de fonctions que nous devons trouver ou que nous devons prendre en charge dans le fog computing, dans la couche fog computing.
Alors, ces différentes activités, si on veut aller vers le Big Data Analytics, on pourrait les découper par niveau aussi. Donc, ici, c'est un peu, si vous voulez, la transformation de l'information jusqu'à l'arrivée au data center pour servir à la prise de décision. Vous voyez, en fait, il y a des données qui se trouvent dans la couche physique. Ce sont des données qui sont fournies par des composants physiques, par des contrôleurs, comme par exemple des cartes Arduino ou bien des Raspberry. C'est ce qu'on a appelé ici des contrôleurs. Donc ici, tous ces composants-là, ils sont là pour fournir des informations, des fois, comme j'ai dit, analogiques, des fois digitales, mais ce sont des informations qui sont complètement brutes. C'est-à-dire que c'est des 0 et des 1, si on prend le digital. Ou c'est des signaux. Donc, et par conséquent, il faut les analyser, il faut les interpréter. Pour les interpréter, d'abord, il faut les communiquer à celui qui va faire l'analyse. Ça, c'est le fog computing. C'est la couche fog computing. Donc, il faut connecter l'ensemble pour pouvoir collecter l'information à ce niveau-là. On commence déjà à parler de data elements, analysis and transformation. Donc, à ce niveau-là, on pourrait déjà commencer à faire quelques opérations de reconnaissance, quelques opérations d'étiquetage. Par exemple, il y a des informations auxquelles on doit associer une étiquette, le labeling ou l'étiquetage. Le tagging, on pourrait dire aussi ce terme-là, tagging. Ça veut dire j'ai une information, je ne sais pas, par exemple, juste des 0 et des 1, comme ça, mais je dois quand même lui associer que ça, c'est une température. D'accord? Et c'est une température ambiante. C'est comme si j'associe une métadonnée à une valeur. Donc, le dispositif physique, lui, il vous fournit une valeur. C'est à nous de lui associer une sémantique, un format, donc un type. C'est quoi sa nature? C'est quoi sa sémantique, etc. Et ça peut se décider pour chaque donnée. D'accord? Donc, à quel niveau on doit faire ça? C'est au niveau de cette zone, du fog computing. Bien sûr, on pourrait aussi faire des transformations. Par exemple, parmi les types de transformations, moi, je pourrais, par exemple, connecter mes mouvements pour chaque centième de seconde. Mais ce qui importe pour l'être humain, c'est pas ça, c'est pas ce détail-là. Ça peut importer donc mes mouvements si vous voulez, dans la moyenne, dans l'heure, au lieu que ça soit dans les nanosecondes ou bien dans les millisecondes. Vous voyez, le dispositif physique, lui, il vous livre peut-être d'une manière continuelle l'information. Si vous avez un capteur de mesure, eh ben, ça peut vous livrer l'information d'une manière très rapide ou bien d'une manière relativement modérée, qui peut aller à la seconde, alors que moi, en tant qu'être humain, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est quel serait mon déplacement moyen. Par exemple, pendant une heure, quels étaient le déplacement moyen du prof. Il va falloir que je fasse alors une transformation. C'est pourquoi il y a ici des transformations initiales que je dois faire en local, dans le réseau local, avant de soumettre les données vers les couches suivantes. Alors, il y a beaucoup de données qu'on a besoin de stocker, donc de formater et de stocker selon un format. D'où donc cette étape-là, l'étape de l'accumulation des données, le stockage. L'abstraction, vous voyez, en fait, à ce niveau-là, on parle d'agrégation, d'access, etc. Donc, c'est des transformations qui continuent dans les différentes phases. Pourquoi? Eh bien, pour aller vers des données d'ordre décisionnel, des données, on va dire, synthétiques. Donc, il faut bien imaginer ce que délivre un capteur et sur quoi je dois décider. Je ne décide pas sur une donnée factuelle ou sur une donnée mesurée. Je décide sur une donnée agrégée. D'où donc certaines opérations de filtrage, d'agrégation, etc. C'est ce qui intervient donc après le stockage. Alors juste après, quand on aura stocké et transformé, faire ce deuxième type de transformation, on pourrait commencer à faire de l'analytics. C'est à ce niveau-là donc qu'interviennent les travaux d'analyse. Alors parmi les façons d'analyse, on pourrait trouver par exemple la forme de reporting. C'est une façon d'analyser, de présenter des rapports d'activité, mais on pourrait aussi avoir le dashboarding, par exemple des tableaux de bord, on pourrait avoir oui.
Oui, en fait, le reporting, le dashboarding, donc le scoring, c'est un certain nombre de techniques qui permettent déjà de représenter graphiquement des données en vue de les présenter à un décideur. Alors, et puis la phase finale, c'est celle qui va donc, c'est la restitution finale pour les décideurs, pour les gens qui font la décision. D'où donc ces différentes couches d'analyse. Alors, si je veux faire de l'analytics, quelles sont les phases par lesquelles dois-je passer? Donc, comme on a déjà vu, en fait, ça c'est un peu détaillé, mais globalement, si on arrive à la partie analytics, là, à ce niveau-là, quelles sont les phases par lesquelles je dois passer? Ici, on parle de la chaîne de valeur. C'est un ensemble de phases, donc la phase de collecte, collecte de données, l'ingestion, donc c'est des traitements intermédiaires. C'est des traitements intermédiaires, comme tout à l'heure lorsque j'ai dit reconnaître, faire le taguer d'une donnée ou bien reconnaître son type, ça rentre dans le cadre de l'ingestion. La découverte de données, la découverte de nouvelles données, la découverte d'entités, de liens entre entités, de relations entre entités, le nettoyage de ces données-là, parce que on trouvera beaucoup de bruit au niveau des données. Tout ça peut se faire dans le fog computing. Donc on entend par le nettoyage donc l'élimination d'informations bruit, ou bien la complétude d'informations des fois, lorsqu'on est en manque d'informations. Vous allez le voir en fait tout à l'heure quand je vous ferai une petite démonstration, vous allez voir que pour certains intervalles de temps, on n'a pas d'informations. On pourrait donc se trouver dans l'état où le capteur n'a pas délivré l'information, ou bien le système lui-même n'a pas capturé l'information à temps. Et par conséquent, on se trouverait en état de manque d'informations qu'il faut compléter. L'intégration, donc il y a le multisource, il y a beaucoup de fournisseurs de données, de formats différents, de sémantiques différentes, et par conséquent, on a besoin d'une phase d'intégration. C'est donc pour aller vers un format unifié, d'accord? Oui, pardon. Par exemple, moi, je reçois, juste pour donner un petit exemple, je reçois une information analogique, un signal analogique et un signal digital. Ben, il faut que je converge vers un signal digital. C'est-à-dire, il faut que je convertisse le signal analogique en un signal digital. D'accord? Donc, c'est une manière de faire une intégration de deux signaux. D'accord? C'est donc les mettre dans le même format, si vous voulez. Après donc l'intégration de données, donc on commence les algorithmes d'analyse. Donc, parmi les algorithmes donc, que je vous proposerai, donc l'algorithme d'étude de la régression linéaire. Souvent, vous avez un nuage de points sur les mesures que vous avez collectées. Bien sûr, il y a ici une certaine variable X, et la grandeur Y que vous voulez analyser. Et des fois, donc, juste trouver une loi linéaire qui va me permettre de faire de la prédiction. C'est-à-dire que les données que j'ai s'arrêtent là, dans cet intervalle, mais moi, je peux faire de la prédiction dans le temps. Si là, on a le temps, donc je pourrais donc calculer des valeurs futures, comme je pourrais même retrouver des valeurs antécédentes. Des valeurs dans le passé que j'ai plus, et je voulais donc les reconstituer, je pourrais le faire. Bien sûr, c'est de la régression linéaire. Mais on pourrait faire une régression non linéaire, comme ça. C'est trouver la régression la plus meilleure qui reflète la loi Y en fonction de la variable X. Mais les algorithmes d'analyse les plus fréquemment utilisés sont ceux de la classification. C'est-à-dire des fois, en fait, sur le même nuage de points, on pourrait donc constater l'existence d'un certain nombre de groupes de cette manière. Donc en disant que ça c'est un groupe 1, ça c'est un groupe 2, c'est un ensemble de points que je pourrais assimiler comme similaires. Et par suite, c'est comme si je suppose qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Et donc si la prochaine fois j'ai un nouveau point, je pourrais donc soit le mettre dans ce groupe ou le mettre dans ce groupe. Et par conséquent, l'appréhender ayant les mêmes caractéristiques que le groupe 1 ou bien le groupe 2. C'est la classification. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait bien faire aussi. Il suffit juste qu'on dispose de l'information intégrée pour pouvoir appliquer ce genre d'analyse. Alors maintenant, passons à notre application. Donc, comme j'ai dit, c'est le slip
monitoring, donc l'analyse du sommeil. Bon, pourquoi j'ai choisi ça? Eh ben parce que je l'ai trouvé dans la littérature, c'est parmi les raisons, mais parce que ça m'interpelle aussi. Je trouve que c'est intéressant. Alors, je veux le faire donc pour capturer des informations de chez des clients. D'accord? Donc, je suppose avoir un premier client qui va me fournir des datas. Donc, ça peut être des capteurs connectés. Un autre client qui va me fournir aussi des données. Donc, je suppose se situer dans 2 data publishers. J'ai aussi un client qui va plutôt consommer ces données-là. Alors, il va les consommer pour quoi faire? Eh bien, pour les stocker d'abord. On va voir un peu le stockage, mais aussi pour les visualiser. D'accord? Donc, transformer et visualiser. Donc, globalement, c'est ça ce que je veux faire dans mon application. Et bien sûr, pour lier entre ces différents clients, je passe par le protocole MQTT. Donc, c'est un protocole qui est très, très utilisé dans le domaine de l'IoT parce qu'il est très léger en termes de capacité, donc, en termes de consommation énergétique aussi. C'est un protocole qui est très convenable pour l'IoT. Entre autres, pour l'IoT, entre autres. Mais on pourrait bien le trouver dans d'autres domaines. On pourrait bien l'utiliser dans d'autres domaines. Voilà, donc c'est un peu ça l'application que je veux vous partager avec vous. Bon, en fait là, je veux bien que vous reteniez juste au niveau de la photo, parce qu'on parle ici de Hadoop, d'accord? Et en fait, dans la deuxième phase de notre application, on irait vers Hadoop. Mais en réalité, moi, je fais le stockage uniquement sur SQLite, parce que je vais développer en Python, et Python, sa base native, c'est SQLite. Donc, je vais faire le stockage dans SQLite dans un premier temps. Dans un second, on pourrait donc voir avec, je pense, un certain package donc que vous pouvez installer dans Python. Vous pouvez très bien attaquer des environnements Hadoop. Vous pouvez donc envoyer des données vers Hadoop pour faire le stockage, pour faire le traitement avec le MapReduce, etc. Alors, ici, donc, nous avons les capteurs, mais toute cette partie-là, je vais juste la simuler. Donc, cette partie-là, je vais la simuler, parce que je n'ai pas de capteur, je n'ai pas de carte de microcontrôleur, je vais juste simuler cette partie-là. Donc, on va voir au niveau c'est la simulation logicielle, si vous voulez. Comment vous simulez à travers un programme, un capteur. C'est donc parce qu'un capteur, c'est quoi? C'est une délivrance de données dans le temps. Donc, on pourrait, passant par une distribution, on pourrait donc simuler ce comportement par une distribution linéaire ou bien une distribution non linéaire, etc. Donc, et par conséquent, on pourrait toujours faire une simulation logicielle. Mais dans le projet, en fait, ce que nous voulons faire, c'est plutôt avoir un environnement réel, c'est-à-dire avoir des capteurs branchés avec une carte Raspberry. On pourrait avoir 2 ou 3 capteurs qui vont délivrer de l'information à travers le broker, des informations vers un client consommateur de ces données-là. Ce client-là, donc, il fera le stockage, entre autres, il fera l'analyse, il fera la visualisation. Donc, mais par contre, j'ai quand même essayé de contourner cette simulation en allant collecter des informations à travers le smartphone. Les informations que je collecte sont des informations données par un accéléromètre. Un accéléromètre, c'est un dispositif qui donne des indications sur les mouvements, selon les 3 axes, X, Y, Z. Et bien sûr, en connectant un téléphone à notre broker, on est capable de lire des informations de ce genre-là. Alors, bien sûr, la connexion passe par la notion de socket, d'accord? C'est donc la notion de socket pour réussir à travers le Wi-Fi à faire déplacer des informations produites au niveau du smartphone vers l'ordinateur. On passerait par la programmation d'une socket, mais une fois j'obtiens l'information à ce niveau-là, au niveau du broker, je dois donc les véhiculer vers le client à travers MQTT. Et donc, ça ne fait donc les 2 protocoles que nous allons pouvoir utiliser à ce niveau-là.
Bon, je rappelle un peu les blocs. Vous voyez, donc, on a 3 clients, MQTT, et puis 2 sont des publishers, et 1 est un subscriber, ou bien un consommateur de données. Alors, ça donne un petit peu un exemple de ce que nous voulons faire. En réalité, c'est un schéma que j'ai essayé de confectionner pour dire qu'est-ce que nous voulons faire exactement. Parce que là, on n'a pas dit. D'accord? On a juste donné une structure un peu générale. Alors, ce que je veux faire, en fait, c'est un peu ça. Je veux donc récupérer à partir d'un capteur de température simulé les valeurs de la température sur un milieu, la température ambiante. Je veux aussi simuler un capteur d'humidité pour nous délivrer une information sur l'humidité ambiante. Donc, comme exemple, on pourra recevoir une information comme 28 degrés, par exemple, Celsius, avec ce capteur. Celui-là, par exemple, 50%, ou bien 25%. C'est souvent donc en grammes par mètre cube. C'est des grandeurs physiques mesurables par ces capteurs. Mais nous, cette partie-là, on va juste la simuler. Là, on veut donc recevoir les accélérations X, Y, Z d'un téléphone portable. Bien sûr, ça serait les accélérations de la personne qui le porte. Ça serait les accélérations de la personne qui le porte. À travers donc un broker, je vais en fait envoyer l'information vers le consommateur, et c'est là où je vais faire le stockage et la visualisation en attendant de faire l'analyse. Le principe donc sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation est le suivant. C'est-à-dire, on va distinguer entre les différents cas d'utilisation que vous voyez là, bien sûr autour du broker. Premier, s'il vous plaît, premier cas d'utilisation, c'est lorsque un client, consommateur de données, s'inscrit dans ce qu'on appelle un TOPIX. Alors, bien sûr, il faut bien imaginer que si on veut échanger tous de l'information, imaginons qu'on est des publishers et des subscribers, nous, en tant qu'êtres humains, s'il vous plaît. Alors, si chacun doit recevoir de l'information, il va falloir qu'on organise ces informations-là. L'organisation la plus adéquate, c'est l'organisation hiérarchique. Donc, c'est la notion de topics. D'accord? Donc, on crée des topics. On pourrait avoir un topics niveau 1, un sous-topics niveau 2, etc. C'est comme la notion de dossier. Donc, un topics, c'est un dossier sous lequel on pourrait avoir un autre dossier, et ainsi de suite. Donc, je pourrais par exemple avoir le topics smartphone. D'accord? C'est tout ce qui concerne la communication, bien la messagerie ou les messages, l'échange de messages avec la maison intelligente. Mais je pourrais avoir par exemple une certaine chambre, par exemple la chambre de nuit, le bedroom par exemple, comme je pourrais avoir d'autres chambres, bedroom par exemple, etc. Donc, et à ce niveau-là, je pourrais donc avoir encore des sous-dossiers, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un peu ça la notion de topics. Les clients, eux, qui désirent consommer des informations, il faut qu'ils s'inscrivent dans un topics. Il faut qu'ils se manifestent ou qu'ils manifestent leur intérêt sur un topics donné. Donc, moi, par exemple, je m'intéresse à la température dans la chambre de nuit de la maison X. Il va falloir que je m'inscrive dans le topics adéquat. Alors, en s'inscrivant, le broker, chaque fois qu'une information arrive de chez le fournisseur, sur ce topics-là, il va la soumettre à ce client-là. C'est clair? C'est un peu ça l'idée. Vous voyez? Donc, je m'inscris dans un topics, je m'inscris auprès du broker. Le broker, en fait, dès qu'il reçoit un signal ou bien une information sur ce topics-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va l'aiguiller vers le client ou vers les clients, parce qu'on pourrait être nombreux qui s'intéressent au même topics, vers les clients qui se sont inscrits dans ce topics-là. Alors, qui va créer le topics? Eh bien, le publisher, il le crée. Par exemple, moi, en tant que fournisseur de données, je vais créer un topics dans le broker, et c'est dans ce topics que je vais envoyer mes messages. Donc, par exemple, celui-là, il a décidé d'envoyer le message, c'est que du texte, c'est souvent des formats JSON, des informations en format JSON, que le publisher
formatent en ce format-là, il les envoie vers le broker. Le broker, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dispatcher ces informations vers les clients qui sont inscrits dans ce topics-là. Alors, voici les topics pour notre application. Nous allons donc créer un premier niveau, un premier topics, donc niveau, si vous voulez, supérieur, c'est la maison, sous lequel il y a un sous-topics bedroom. Je me suis intéressé uniquement à cette chambre. On pourrait en fait avoir beaucoup de capteurs. Et donc moi je m'intéresse uniquement aux data humidity temperature, aux températures humidité données. Donc pour la première mesure, pour le premier dispositif de mesure, on pourrait avoir plusieurs dispositifs comme j'ai dit. Et je m'intéresse donc, ça c'est si vous voulez la feuille finale ou bien le topics final, à la mesure d'humidité, à la mesure de la température et puis à la mesure de l'accélération. Bon, que vient de faire l'accélération ici par rapport à ça? Eh ben, je suis en train de vous dire que c'est pour des humains. Donc, je mesure la température et l'humidité, mais je mesure aussi l'état de la personne en termes de cinématique ou bien en termes de mouvement, mais en termes d'autres choses. Par exemple, on pourrait mesurer les battements cardiaques, ainsi de suite. Donc, l'application, ça se consacre à ces trois topics. Alors, j'ai pris le cas de la température. Donc, c'est un scénario. Ça explique un peu toujours un cas d'utilisation, mais ça explique le transfert de données. Regardez donc dans l'ordre, par exemple, le publisher, quand il a besoin de publier des informations, il faut qu'il se connecte au broker. D'accord? Il faut qu'il crée une connexion au broker. En fournissant donc les informations, en s'identifiant, il faut qu'il s'identifie. Il faut qu'il s'authentifie, donc avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, éventuellement. Et il faut dès qu'il se connecte, donc il faut en deuxième lieu, qu'il décide de publier dans un topics donné une valeur. Regardez, souvent, ce sont des valeurs au format JSON. Alors, le client lui-même, celui qui veut consommer l'information, ça c'est un client producteur, ça c'est un client consommateur. Alors, le client, il faut aussi qu'il se connecte au broker. Il faut qu'il s'inscrit dans un topics et par suite, dès qu'il s'inscrit, il va recevoir régulièrement des messages on ou des événements on message. Donc, c'est un événement qui traduit l'arrivée d'un message. Et bien sûr, si vous programmez cet événement, vous pouvez le programmer pour capturer l'information et la stocker éventuellement, bien la traiter. L'ensemble lors de la connexion, ils doivent s'authentifier avec un système tierce donc d'authentification. En fait, ça peut être un serveur d'authentification. Ici, c'est le serveur broker, ainsi de suite. Mais on pourrait tout mettre dans la même machine, comme c'est le cas pour l'application que je vais vous faire aujourd'hui. Alors nous, en fait, on pourrait très bien installer un broker local. Parmi les brokers, vous avez ces exemples-là. Mosquito, par exemple, c'est un broker que vous pouvez télécharger et installer. Mais sinon, si vous ne voulez pas faire d'installation, il suffit juste d'avoir une connexion et vous pouvez utiliser ce broker-là en ligne. C'est justement ce que j'ai utilisé moi-même pour réussir à faire la médiation entre l'ensemble de mes clients. Alors, si maintenant on veut faire l'implémentation, à quoi on a besoin en termes d'outils et de packages? Alors, il y a beaucoup d'outils, en fait, il y a beaucoup de langages de programmation avec lesquels on pourrait programmer ça. Moi, j'ai choisi Python, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est très utilisé actuellement en termes de data science et de machine learning. Et donc, je vous conseille vivement d'aller vers ce langage. D'ailleurs, à travers l'application, vous allez voir que c'est un langage de très haut niveau, très facile à appréhender. Moi, personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus simple que si je le compare avec des langages connus par leur simplicité, comme Java, ou par leur capacité et leur bonne structuration, comme Java. Donc, c'est un langage orienté objet, procédural. C'est un langage qui permet de gérer des multitâches, les multitraitements, la parallélisation. C'est des packages qui sont disponibles en un seul clic de souris lorsque vous êtes connecté. Et par conséquent, c'est un langage qui
vraiment qui commence à prendre le dessus dans le domaine de l'analytics. Et donc, c'est pourquoi donc on aura installé notre package, notre langage. Moi, j'ai Python 3.6. Nous allons installer ces packages-là. Alors, vous n'êtes pas censé installer tout ça lorsque vous allez installer la distribution Anaconda, la distribution du machine learning. Si vous voulez faire du machine learning, il faut installer cette distribution. C'est une distribution qui est disponible pour Python et pour le langage R. Lorsque vous allez installer cette distribution, beaucoup de packages parmi ces packages-là sont déjà installés. Mais par exemple, parmi les packages qu'on doit installer, ce package-là, c'est ce qui va nous permettre de gérer la communication à travers MQTT. Donc, pour faire la gestion du broker MQTT, des clients MQTT, il faut donc installer ce package-là. JSON, donc pour formater des données en format JSON. Random, donc random pour moi, c'est pour générer pour simuler les capteurs. Trading, donc on a besoin de créer des trades, de faire du multi-traitement. Et par conséquent, donc, on pourrait exécuter plusieurs processus en parallèle, simuler en fait le parallélisme par le trading. Time, data time, j'ai oublié une virgule ici, il y a donc le package time, data time, parce que en fait, chaque mesure que nous allons collecter, on va l'historiser en lui ajoutant le timestamp, en lui ajoutant le temps. Et par conséquent, ça c'est une, s'il vous plaît, ça c'est un point qui est fixe pour l'analytics. C'est chaque fois que quelqu'un veut faire de l'analytics, il faut à chaque fois qu'il reçoit une lettre, il faut qu'il la cache, d'accord, avec le temps. C'est ce qu'on appelle le time stamp. Il faut alors donc toujours à chaque fois qu'une lettre arrive, qu'un message arrive, vous lui ajoutez le temps pour savoir quand est-ce que vous l'avez reçu. C'est pourquoi donc ces deux packages. Alors pour faire la visualisation, on va utiliser ce package, Matplotlib. NumPy, c'est pour la gestion des calculs mathématiques, donc les calculs matriciels, calculs sur les matrices, sur les nombres, les fonctions mathématiques. C'est dans ce package. SQLite 3, c'est pour donc les connexions avec la base de données SQLite. RE, donc c'est un package sur les regular expressions, les expressions régulières. Parce que souvent, en fait, on arrive à trouver des messages, par exemple au niveau du téléphone, on arrive à collecter un message sous forme d'un texte, mais il va falloir le transformer. C'est déjà donc l'ingestion. Le transformer, ça veut dire découper en plusieurs éléments, typer les différents éléments, et pour ce faire, on pourrait passer par la notion d'expression régulière. PyInput, donc c'est un package qui permet de gérer le clavier. Si vous voulez gérer des événements sur le clavier, souvent c'est des processus qu'on déclenche et qu'on a besoin d'arrêter, peut-être avec un clic on appuie sur une touche. Donc souvent, pour gérer le clavier, vous avez besoin de ce package. Il y a les sockets, pour programmer des sockets, donc notamment le lien entre le téléphone et le broker. On a besoin de le faire en passant par le package socket. Voilà donc l'ensemble des packages avec lesquels on a travaillé. Bon, une petite introduction sur MQTT. Donc ça c'est l'overview, donc un résumé, juste un résumé. C'est un protocole donc qui est très léger en termes de publication et de souscription de messages. Il est très préconisé pour l'IoT, justement pour cette caractéristique. Mais il est aussi préconisé, ou il est aussi utilisé dans d'autres domaines, comme le web application, programmation d'applications web, mobile application, application mobile, ou toute combinaison de ces trois. C'est-à-dire, des fois, on pourrait faire une application où il y a les trois. Ben, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Vous voyez, en fait, c'est un protocole de communication qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, de contrôler les objets connectés. On pourrait contrôler un drone, par exemple. Dès que le drone est connecté, on pourrait donc commander sa vitesse, sa trajectoire, sa direction, etc. Interagir avec des capteurs, interagir avec des contrôleurs, ainsi de suite. Alors, c'est un protocole que vous pouvez programmer dans beaucoup de langages.
Donc comme Python, Java, Node.js, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que ça offre ou il se base sur quoi? En fait, c'est le principe, il est très simple, c'est le principe de publication de messages et de consommation de ces messages-là. Lesquels messages doivent être bien sûr formatés, comme on a déjà dit, en JSON. Alors le broker ici consiste ou bien constitue une sorte d'interface commune qui va réguler les échanges, d'accord? Qui va donc placer des messages dans des queues en attendant que les consommateurs viennent les chercher. Donc ça fait essentiellement cette tâche-là. Mais ça peut faire des tâches de filtrage, par exemple. Des fois, il y a des messages qu'on ne veut pas délivrer, donc on pourrait très bien le faire au niveau du broker. On pourrait avoir des clients multiples qui se connectent en tant que subscriber ou bien en tant que publisher. Sur le même topics, par exemple, on pourrait avoir des clients multiples connectés. Alors, juste pour la dernière phrase ici, donc, many clients may subscribe to the same topics. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est un résumé des caractéristiques, c'est une définition et un ensemble de caractéristiques de ce protocole. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire? Par exemple, ça me permet d'agir sur une lampe. Je pourrais allumer ou bien éteindre une lampe d'une façon distante. Mais bien sûr, on passe par un ensemble d'étapes. On pourrait lire, c'est un peu l'inverse. Au lieu d'envoyer une commande, je pourrais lire une mesure. Donc, forcément, on passe d'un capteur à travers des cartes, arrivant vers le client final. Le client, bien sûr, qui est programmé en utilisant un langage de programmation adéquat. Ici, Node-RED, donc c'est on va dire un langage ou un environnement de programmation basé sur c'est un peu comme le Blockly qu'on a vu, donc basé sur juste des workflows graphiques que vous pouvez donc placer graphiquement, que vous pouvez personnaliser, paramétrer, ainsi de suite. Bon, ça c'est un schéma qui illustre un peu les principes de base. Les concepts de base, c'est le concept de publication, souscription, envoi de messages, lecture de messages, réception de messages, topics, broker. C'est un peu les quatre concepts autour de cette technologie, ou bien de ce protocole. Ici, on a l'illustration de chacun de ces concepts. Par exemple, si je prends le concept publish, subscribe et message, donc soit pour poster ou bien pour lire, nous pouvons donc le constater ici. Et en fait, là, moi, je vous donne un peu les résultats de l'application que j'ai déjà programmée. Les résultats en termes de publication, par exemple, quand on publie un message, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple, là, je suis en train de publier la valeur d'une température, la valeur mesurée d'une température, datée à une date donnée, provenant d'un certain, on va dire, capteur, et qui a été, en fait, c'est une valeur, parce que, à vrai dire, on n'a que la valeur, mais tout le reste, on l'a déterminé, tout le reste, on l'a déduit. Comme par exemple, l'appréciation de cette valeur, en disant est-ce que ça correspond à une température qui est basse ou bien à une température qui est haute, etc. Donc, et ça peut donner une idée sur la notion d'ingestion locale. Des fois, on pourrait juste envoyer cet attribut, la valeur de cet attribut vers celui qui veut faire de l'analyse. La même chose pour l'humidité, la même chose pour l'accélération. Vous voyez, en fait, c'est des lettres, c'est des messages postés. Tous les messages, ils partagent le même format, c'est JSON, mais pas les mêmes attributs. Vous voyez, par exemple, pour l'accélération, on a l'adresse IP de celui qui nous a envoyé les mesures. On a la date aussi. On a les valeurs des différentes accélérations, suivant X, suivant Y et suivant Z. Là, on n'a pas fait d'appréciation, mais on pourrait très bien le faire. On a aussi le topics dans lequel le message a été posté.
Voilà, donc concernant le topics, donc on a déjà expliqué ce que c'est qu'un topics. Donc c'est une hiérarchie si vous voulez, c'est une manière hiérarchique de structurer les messages. On pourrait les structurer sous cette forme-là, d'accord, dans notre cas. Donc ça, c'est un exemple issu de notre application. On utilise bien sûr les slash pour le séparateur entre les topics et sous-topics. Il y a la notion de topics level. À ce niveau-là, il faut faire attention, c'est sensible à la casse. Et voici quelques exemples de topics que nous avons au sein de notre application. Alors, le broker, donc, on a déjà expliqué ce que c'est. Donc, c'est un serveur qui va donc gérer l'échange d'informations entre le fournisseur et le client. Et donc, ça permet de recevoir les messages, de les placer dans des queues. Ça permet de les filtrer éventuellement. Donc, on pourrait faire un filtrage. Et ça permet de les publier auprès des clients ayant souscrit dans ce topics. Bon, les tools, on en a déjà parlé, donc ici j'ai juste récapitulé, donc il faut installer pour faire la programmation, donc je suis déjà prêt pour aller vers l'implémentation. Il faut donc installer le Python, il faut installer Anaconda, distribution. Il faut s'assurer que tous ces packages sont déjà installés, sinon il faut les faire. Je suis sûr que ça, vous n'allez pas le trouver pour gérer la communication avec le protocole MQTT, il faut donc installer ce package. Mais tout le reste, je pense que c'est déjà installé avec cette distribution. Alors, bon, ça c'est juste une parenthèse sur la structure des différentes données que nous allons stocker, parce qu'on cherche à stocker dans une base. Le stockage il va être fait sur ces 3 tables, comme vous pouvez bien le voir. Donc il y a la température, l'humidité et l'accélération. Si je les ai exportés vers SQL Server, juste pour avoir ce schéma graphique, vous voyez un peu le typage. Donc, il y a des informations qu'on va générer, il y a d'autres qu'on va mesurer, etc. Ça, c'est le code. C'est le code Python qui va me permettre d'obtenir cette structure. Mais dans SQLite, donc on va générer ces 3 tables initialement en exécutant ce code. Bon, bien sûr, je ne vais rien vous apprendre là. Vous pouvez donc juste lire globalement ce qu'on va faire. Donc, on définit un schéma de table. C'est un peu la notion de schéma. La notion de schéma, donc, ici, vous allez trouver les create tables qu'on a l'habitude de faire. Donc, un premier create table, un deuxième, un troisième. Tout ça, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez, en fait, pour dire que c'est une chaîne en fait de cette manière. Parce qu'il doit contenir les codes à l'intérieur, donc on les dédouble. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée une connexion à SQLite. Bien sûr, on a importé le package SQLite au début. On fait une connexion, on crée une connexion sur la base de données qu'on a définie ici, IoT Database. En fait, la base de données SQLite n'est autre qu'un fichier. C'est juste un fichier. D'accord? Donc, chaque base de données est un fichier. Donc, c'est ce fichier-là qui va se créer dans le dossier courant. On est en train donc de faire une connexion en lui donnant cette base, le nom de cette base. Automatiquement, il va la créer s'il n'existe pas, ou bien il va se connecter à la base s'il existe déjà. Ensuite, on crée un curseur, s'il vous plaît. On crée un curseur. C'est à travers le curseur que je vais exécuter le schéma qu'on a défini là, pour justement créer les 3 tables. Et puis, une fois fait, on ferme notre curseur et on ferme notre connexion. Vous voyez que c'est très simple. Ça rappelle un peu toutes les techniques que vous avez fait dans d'autres langages. Après que je termine le cours. Voilà, donc j'ai arrivé à la fin, donc pour faire une démonstration. Juste avant de faire cette démonstration, je vous donne un peu En fait, je l'ai pris, ça vous allez voir que c'est de Cisco, donc c'est elle qui m'a proposé ça. Donc pour lier un peu notre application à quelque chose qu'on pourrait faire dans Packet Tracer en guise de simulation, mais aussi dans la réalité. D'accord?
Alors ça, c'est un schéma qui est très général. Nous, on va se limiter à à une partie de ce schéma. C'est-à-dire, si on arrive à mesurer la température, avec des capteurs de température, s'il vous plaît, vous voulez me perturber? Alors, en fait, là, c'est un afficheur de température, mais sûrement, il y a aussi un capteur de température. Je ne sais pas je le vois pas, je ne peux pas le localiser, mais en tout cas, on doit comprendre qu'il y a une carte, un contrôleur, avec un capteur de température, avec un capteur d'humidité ici, un afficheur d'humidité, je pense. Je vais agrandir. Où est-ce qu'elle est? Il est quelque part là? Oui, exact, oui. Ici. Exact. Thermomètre intelligent. Oui. Exact. Exact. En tout cas, il y a un ensemble d'objets connectés, mais nous, on ne va pas connecter l'ensemble. On va donc essayer toujours d'aller vers la température, l'humidité et des capteurs de mouvement. Pour les capteurs de mouvement, on va les cibler avec le smartphone. D'accord? Pourquoi en fait je tiens à faire ça? Eh bien, parce qu'on peut faire sa classification. On pourrait classifier des situations en se basant sur les deux variables, température et humidité. On pourrait donc dégager ou déterminer, identifier un certain nombre de classes. On pourrait déjà les citer a priori en disant ça c'est une classe par exemple favorable pour l'être humain qui souffre d'une certaine difficulté de sommeil, d'accord, ou c'est pas favorable, qu'on pourrait classer juste en deux, comme on pourrait classer en plusieurs classes. Donc comment est-ce qu'on pourrait trouver ces classes-là? Eh bien, il va falloir qu'on arrive à mettre la main sur les valeurs. Concernant les accélérations, on va s'en servir aussi pour faire de la classification de l'état de la personne. C'est-à-dire à partir de là, on pourrait dire c'est une personne qui est au lit, par exemple, il est déjà allongé pour dormir, par exemple. D'accord? On pourrait dire qu'il est assis, qu'il est debout, qu'il est en mouvement, qu'il est en train de monter des escaliers ou bien de descendre des escaliers. On pourrait donc faire de la classification de ce genre. Et donc, avec les 3 ou bien les 4 variables, température, humidité, accélération, on a 3 composantes, on pourrait très bien faire de la classification pour classifier l'état de sommeil d'une personne et puis pour agir en disant il faut que j'agisse sur la température ou bien sur l'humidité ou bien il faut qu'on conseille notre patient pour s'asseoir ou bien pour se mettre au lit, etc. Donc ça c'est juste une photo, donc ça veut dire l'énoncé on vous le donnera juste après, d'accord? On attendra que vous passez votre examen déjà pour la première partie, et puis je vous donnerai un énoncé à travers lequel on fixe un peu une sorte de cahier de charge. C'est donc un mini-projet faisable en 2-3 semaines, d'accord? Maximum. Voilà. Alors revenons à la démonstration. Alors je vais en fait exécuter un peu les différents packages que j'ai programmés ou bien les différents modules que j'ai programmés. Dans un premier temps, je vais vous dire lesquels. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez? Alors, regardez, je vais donc aller vers... J'agrandis ici. Bon, le programme, il est déjà fait, en fait, je l'ai déjà fait, mais je souhaite à ce que vous le faites et on va le faire demain. Donc, aujourd'hui, je vais vous le décrire globalement. Et demain, on va donc tous mettre la main dans la pâte pour le faire. Alors, je vais aller donc vers le dossier qui contient le travail. Je l'ai appelé comme ça, donc. C'est dans ce chemin. Voici donc les différents modules. Vous voyez donc, je vais commencer par, dans l'ordre. Nous avons ce module, celui-là. Celui-là, il permet en fait de créer la base de données et de créer le schéma dans cette base.
Et comme vous allez le voir, la base, ce n'est qu'un fichier qui va apparaître là. D'accord? C'est la base IoT database.db. Donc, celui qui crée ce fichier, c'est SQLite 3, lorsqu'on exécute ce script Python. Alors, il y a un deuxième, donc c'est la programmation des publishers. Comme vous pouvez bien le constater, on a deux publishers, pour l'accéléromètre et pour les autres capteurs simulés. Là, c'est des capteurs simulés, là, c'est un capteur réel. Et puis, on a un seul client consommateur, un seul subscriber, qu'il faut programmer aussi à travers un module, un autre module. Donc, on dispose de ces trois modules pour le programmer deux publishers et un subscriber. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ça, c'est juste le script SQL dans SQL Server. C'est ce qui m'a permis de faire le schéma que je vous ai montré tout à l'heure dans le cours. Il y a Store Data, donc ça c'est un package Python qui va délivrer des objets connexion vers la base de données SQLite. En fait, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, dans ce module, il y a une classe qui a pour but de permettre la création d'instances de type connexion. À chaque fois que vous voulez créer une connexion vers votre base de données, vous créez une instance d'une certaine classe qui se trouve dans ce fichier. Et par la même occasion, il y a un certain nombre de méthodes générales qui sont programmées dans ce même module, que ce soit essentiellement pour le subscriber, parce que c'est le subscriber qui a besoin de communiquer avec la base de données, que ce soit pour faire le stockage, ou bien pour faire la visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je pense, oui, en fait, on a celui-là aussi, ce module, data visualisation. Donc, c'est le module à travers lequel on a programmé la visualisation de données. Alors, je vais commencer par d'abord détruire la base de données. En fait, avant de la détruire, je vais vous montrer, en entrant vers la base, que ça contient déjà des données. C'est les données, en fait, des tests que j'ai faits. Donc, je vais me connecter à SQLite en allant plus exactement vers ma base de données, en spécifiant donc IoT database.db. Alors, maintenant, je suis connecté à SQLite. Si je mets par exemple .tables, je pourrais donc savoir les différentes tables. Donc, comme vous pouvez bien le constater, il y a les trois tables. Et si par exemple je veux savoir la structure de la première table, je pourrais par exemple mettre ici .schéma en mettant le nom de la base, ou plutôt le nom de la table. Je vais juste copier. Ici on voit donc le schéma de cette première table. Donc comme on l'a bien choisi dans le premier script, le script initialisation database tables, on voit clairement que ça se compose essentiellement, et c'est presque vrai pour toutes les trois tables. Donc il y a un ID qui s'incrémente automatiquement. Donc ça c'est SQLite qui s'en occupe. C'est pour faire la clé primaire. Il y a l'ID du capteur. C'est le nom du capteur, ça peut être son adresse IP, etc. Il y a le temps. Ici, on est en train de prendre le temps comme un texte. Ensuite, il y a les trois accélérations qui sont vues comme des réels. Alors, je vais faire un select, juste un exemple de select. Par exemple, si je sélectionne toutes les informations, juste pour avoir une structure un peu plus claire, je vais donc définir cette variable .header à on. Ça, c'est juste c'est propre à SQLite. Donc, pour pouvoir avoir une certaine, lorsque vous demandez des requêtes select, d'avoir les en-têtes qui sont définies correctement. Je vais aussi définir s'il vous plaît, mode colonne. Non, c'est pas ça. Colonne. Non, plus.
Voilà. Et puis je vais faire donc un select. Prenons par exemple l'accélération. Donc je vais mettre select étoile from accélération. Vous voyez ici les données. Bon, on a sélectionné un certain nombre de données en fait. On a plusieurs centaines en fait, 253 valeurs. Alors, voilà, donc je vais sortir d'ici où je reste là. Je vais donc créer une autre fenêtre de commande. Je me mets en face de mon dossier de travail. Je vais par exemple commencer par exécuter le publisher. Le publisher, en fait, où il y a uniquement des capteurs simulés. Alors, mais je vais l'exécuter à cet état-là parce que je ne suis pas connecté actuellement pour voir que mon broker il va pas travailler parce que c'est un broker en ligne. Donc, je vais exécuter mon fichier Python, ce fichier-là. Le premier publisher, bon, j'obtiendrai rien. Tout simplement parce que je ne suis pas connecté. Mais dès lors que je me connecte, alors je suis connecté à l'Inset. Je vais me connecter aussi à l'Inset ici. Tant que je sois connecté, voilà, c'est fait. Je vais donc revenir réexécuter. Non. Je vais réduire. Voilà. Donc ici, on commence à avoir les différents messages que le publisher est en train d'envoyer vers le broker. D'accord? Donc il y a un certain nombre de messages qu'il est en train d'envoyer. En fait, ça c'est dans la programmation. On a choisi d'une manière alternée, une fois d'envoyer l'humidité, une autre fois, ou la fois suivante, d'envoyer la température. D'accord? Mais sinon, si on veut les envoyer indépendamment l'une de l'autre, on pourrait faire deux publishers. C'est-à-dire, je pourrais exécuter deux fois, donc ça se programme, pour donc séparer un peu la publication de l'humidité indépendamment de celle de la température. Alors, bien sûr, si je reviens vers l'autre, pour par exemple afficher ce qu'on a dans la table température, alors ici je suis à 61 messages, et si je refais, je dois me trouver à combien? Est-ce que ça va changer ou pas? Ça ne va pas changer. C'est tout à fait normal parce que on n'a pas encore exécuté le subscriber. C'est le subscriber qui va donc consommer les messages et qui va les mettre dans la base de données. Regardez, je vais créer donc une troisième fenêtre de commande sur laquelle ou dans laquelle je vais exécuter mon subscriber. Celui-là, doubler. Regardez, il est en train de capturer l'humidité successivement et la température. Alors maintenant, si je reviens à SQLite, si je refais la même commande, ben je vois que maintenant, le nombre de températures, il est en train d'augmenter. Vous voyez, en fait, on est en train d'exécuter successivement, ou bien de capturer des données et de les mettre sur la base de données. Alors, je vais en fait exécuter encore un autre... bien sûr, je n'ai pas encore utilisé l'autre publisher, donc celui qui publie les accélérations. Je vais l'utiliser tout à l'heure. Je vais aller donc vers une autre fenêtre de commande.
Exact. Je vais donc exécuter le data visualisation, ce module-là. Ici, j'ai exécuté tous les modules, bien sûr. Sauf, bien sûr, un module que je n'ai pas exécuté, c'est là où il y a la classe. Donc, ce n'est pas un module exécutable, c'est plutôt un module qui délivre des instances objets de connexion. C'est utilisé indirectement à travers les autres modules. Donc, celui-là, il lit dans la base et puis il affiche graphiquement les différents résultats. Bon, c'est déjà un premier niveau de visualisation, donc on est capable de représenter graphiquement l'ensemble des mesures qu'on a capturées. Et puis, ça peut être vu comme déjà un premier niveau de synthèse, si vous voulez. Parce qu'on est en train de voir un peu les différentes catégories, par exemple pour l'humidité, ou bien pour la température, pour voir dans le temps, peut-être dans le temps simulé, c'est le temps, ça peut être 1 heure ou 2 heures, qu'est-ce qui est en fait, ou comment ça a varié la température, est-ce qu'on était plus dans le cold, ou bien dans le very cold, ou bien dans le hot, very hot, etc. On pourrait donc avoir des décisions à partir de là. Et si maintenant on le fait à travers un programme pour dire ben, je suis plus dans le hot et par suite je dois donc accélérer ou bien renforcer la clim pour diminuer la température, et ben on est en train d'agir sur le temps. Voilà. Je vous ai en fait expliqué tout ce que j'ai fait. Maintenant, la main il est à vous, donc pour pouvoir refaire un peu tout ce qu'on vient de voir. Oui. Vous avez utilisé votre téléphone pour capturer les données. Exact. Oui. Le mien. Donc je vais l'essayer. Alors pour l'essayer, donc je vais alors je vais en fait voir un peu l'adresse IP que j'ai ici, donc par ipconfig. Ça me permet de savoir l'adresse Wi-Fi. C'est donc ce que j'ai là. C'est le 10.10.5.9.9. Et par conséquent, donc je dois, en fait, pour le faire, je suis passé par un service qu'il faut charger là, parce que par défaut, l'accéléromètre, il vous donne rien sur le téléphone. Il va falloir donc mettre une application mobile ou un outil mobile qu'il faut mettre dans le portable pour capturer ces informations et les communiquer par socket à travers le réseau Wi-Fi vers le broker, notamment vers la machine qui a cette adresse-là. Donc, pour le faire, je vais en fait lancer cette application. Ça s'appelle Wireless MU. L'application que j'ai utilisée, c'est celle-là. Wireless MU. Ou IMU, pardon. IMU. Alors, je suis déjà en train de voir aussi une autre possibilité, c'est à travers l'installation d'un terminal. C'est un peu comme une terminal Unix, donc sur laquelle vous pouvez installer Node.js avec Node-RED, et vous pouvez donc aussi à travers un host connecté à ce téléphone, vous pouvez très bien créer un flow Node-RED, un flow ici pour planifier une certaine tâche graphiquement, une tâche de communication, soit en tant que producteur, ou en tant que fournisseur, ou bien en tant que consommateur de données. Et on pourrait donc ici profiter de tous les capteurs, tous les senseurs qu'on a ici. En fait, vous pouvez même lister la liste de ces capteurs. Vous pouvez donc, sans passer par une application à installer comme celle-là, vous pouvez juste programmer dans le bas niveau si vous voulez. Alors, en tout cas, en fait, là, j'ai pas encore essayé ça, donc je vais juste aller utiliser Node. Je vais utiliser donc cette application. Vous voyez, en fait, c'est ce que le nom, vous le voyez là. Donc, la première des choses, il va falloir que je me mets dans la même adresse. Ici, il y a en fait target IP adresse.
il va falloir que je donne l'adresse IP de mon broker. On a dit 10.10.5.9.9. Donc je vais donner 10.10.5.9.9. Voilà, et après, en fait là, constatez un peu ce que je vous ai dit. Vous avez en fait des réglages. Vous pouvez dire, je veux donc envoyer des mesures rapidement. Donc il y a fast, very fast, medium, et puis slow. Moi je vais choisir slow, c'est-à-dire c'est un peu le rythme avec lequel vous envoyez les données. La vitesse avec laquelle vous envoyez des données. Et voilà, donc je n'ai qu'à démarrer. D'accord? En démarrant, je dois revenir vers mon subscriber. Le subscriber, ou d'abord non, je dois exécuter un autre publisher parce qu'on a deux publishers. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais donc créer une autre interface. Je vais aller vers mon dossier de travail. mqtt.app1. Qu'est-ce que j'ai fait? Slash. Voilà. Je vais exécuter l'autre subscriber, l'autre publisher, pardon, celui-là. Pourquoi en fait j'ai pas mis un seul? Parce que là ça exige de passer par la programmation d'une socket. D'accord? Donc en plus du protocole MQTT, donc il va falloir aussi programmer les sockets. C'est pourquoi donc j'ai choisi un module séparé. Alors, je vais copier et je vais exécuter. Bon, vous allez voir que là, il y a des mesures qui changent. En fonction du mouvement que je fais, il y a des mesures qui vont changer. Ah, pardon, il est off. Voilà, maintenant, les données, ils arrivent. D'accord? Et en fonction de mon mouvement, ici, je vais donc pouvoir avoir des résultats qui vont changer. Regardons, parce que ça, c'est le publisher. Regardons du côté du subscriber, est-ce qu'il est en train de capturer ces données-là? Ça, c'est l'autre publisher. Sinon, il va falloir le redémarrer. Où est-ce qu'il est? Je pense que c'est celui-là. Oui. Bon. Il va falloir que je lui dise, vous l'exécutez en arrière-plan, comme ça, il ne va pas s'arrêter à chaque... Alors, revenons à l'autre. Pas celui-là. Ici, on reçoit les accélérations. Est-ce que notre subscriber, est-ce qu'il est en train de les prendre? Non. Donc, je vais le redémarrer. Est-ce que vous voyez une accélération là? Comment? Juste la température? Oui. Alors, je vais arrêter tout ça. Je vais revenir à l'autre. Je vais l'arrêter aussi. Donc, on voit tout à l'heure, on voit la partie de la température et de l'humidité. Est-ce que vous avez intégré l'envoi de données? Est-ce que je les ai intégrés dans la base? Sur l'application. Oui, exact. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Un choix, donc, on a choisi dans la solution programmée à ce qu'il soit alterné. D'accord? Mais, comme j'ai dit, on pourrait programmer deux publishers pour les rendre complètement indépendants. Comment donc les rendre indépendants? En fait, ça va se faire au niveau du broker, en fin de compte. Parce que le broker, quand il reçoit des messages, il les met dans des files d'attente, en attendant qu'un client viendra les chercher. Donc, le premier arrivé, le premier servi. Je refais en fait cette... Alors, excusez-moi. Juste, je réussis ça d'abord. Alors, voilà, j'ai lancé la capture ou l'accéléromètre ici.
Je vais donc lancer ici le publisher. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. Voilà, donc on capture. Mais il va falloir, il faut surveiller ça parce qu'il ne faut pas qu'il s'arrête. Il va falloir maintenant aller vers le subscriber. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Celui-là. Voilà, on arrive à les capturer maintenant. Alors si je lance l'autre, celui-là c'est pour l'humidité, la température. Revenons au subscriber. Voilà, il y a les deux maintenant, ou bien les trois. Alors si on va vers SQLite, ben, si je vais vers l'accélération, c'était 230 ou 53 peut-être. Là on est déjà à 282. Je pourrais encore lancer. Vous voyez, donc au fur et à mesure il y a des informations qui arrivent. Vous allez constater qu'au niveau de l'accélération c'est un peu plus vite. La vitesse d'envoi il est plus vite, donc peut-être c'est moi qui ai choisi ça. En fait, je publie chaque seconde la valeur de l'accélération, chaque 2 secondes la valeur de la température ou bien de l'humidité. Ça me fait alors 2 accélérations, 2 captures d'accélération pour une capture de température et d'humidité. C'est ce qui fait que là, il y a au niveau de la base, il y a plus de données que si vous voyez en fait la température. C'est presque le double, mais c'est pas linéaire en fait. Vous voyez que c'est pas linéaire. Ça dépend aussi de... Ici, on est à 105. De l'autre côté, on est presque à 300. Mais on avait déjà des données a priori. Parce que, qu'est-ce qui fait cette différence? Des fois, en fait, je capture sur ça et je ne capture pas sur l'autre, ainsi de suite. Alors, il me reste qu'à vous expliquer un peu le code. Oui? Oui? Monsieur, avant que vous avez utilisé le programme pour capturer les informations, oui. Vous avez exécuté le publisher oui. Et il capte des informations. Oui. Vous avez utilisé une capture. On a utilisé quoi? Répétez. Dans un premier temps, vous avez exécuté la classe de publisher. Oui. Il capte un ensemble des informations sans utiliser les capteurs. Juste un simulateur. On a simulé le capteur. Mais si on a maintenant le capteur qui est branché à une carte, un microcontrôleur, par exemple un Raspberry Pi, par exemple, ou bien un Arduino, vous pouvez donc très bien, à travers le même protocole, à travers MQTT, vous pouvez très bien récupérer l'information. Au lieu que c'est une fonction qui calcule, parce que qu'est-ce qu'on a fait ici dans le programme? Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est juste une fonction qui calcule selon une certaine distribution, aléatoire. Soit une distribution linéaire, aléatoire linéaire, ou bien uniforme, c'est des lois mathématiques. Mais vous savez très bien que tout comportement physique, on pourrait le représenter par une loi. Ça veut dire, moi, je pourrais savoir que la température ambiante, eh ben ça varie selon une certaine rampe linéaire. À un moment donné, ça se stabilise, ensuite ça revient. D'accord? C'est presque un comportement qui est visible. La température, il fait presque ça, en fait. Ça atteint un max. Ça correspond, ça commence à partir d'une température 1000. Température 1000. Donc c'est une loi. On pourrait donc très bien la représenter par cette loi. On pourrait bien représenter par cette loi. Maintenant, si on veut avoir la réalité, la valeur réelle, au lieu de simuler par une loi, on simule rien. On place un capteur qui fait la mesure. Je vais en fait juste mettre ici un sublime étoile.py. Voilà, en fait là c'est les codes, les différents codes programmés. À commencer par ça. Bon. Il n'y a que des... Vous voyez, on ne pourrait pas enregistrer. C'est parmi les raisons pour laquelle. Voilà, donc ça c'est le code pour créer la base de données. Alors pour le publisher, je vais vous montrer le premier, celui-là. Vous voyez, en fait, on commence toujours par importer des packages. Vous voyez donc le package pour
pour créer un client MQTT. C'est ce package-là, s'il vous plaît. Il y a le random, donc c'est ce qui va nous permettre de générer, de simuler les valeurs. Le trading, parce que vous voyez tout à l'heure les messages, ils se génèrent par intervalle de temps. Donc on a besoin de réitérer l'exécution d'un certain publisher. Il faut qu'on le réitère à un intervalle de temps régulier. On a besoin de ça. Il y a JSON, donc parce qu'il y a des informations que nous voulons formater au format JSON. DateTime, donc c'est juste pour avoir le temps, le timestamp, ainsi de suite. Il y a des événements qu'on programme. On programme la connexion, on dit lorsqu'on se connecte, quelle est l'activité que je dois faire. On pourrait par exemple contrôler est-ce que la connexion a eu lieu ou pas. D'accord? Si la connexion a eu lieu, on ne fait que passer. On passe pour dire je vais passer à la suite. Mais on pourrait associer un traitement à la connexion. Chaque fois que le client se connecte au broker, quel traitement que je dois faire. Donc il y a plusieurs événements comme onConnect, onPublish, quand je fais une publication. Quel est le traitement que je dois faire? Jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement spécial, on ne fait que passer. On disconnect aussi, si on déconnecte le client du broker. Publish to topics, c'est ça ce qui va me permettre de publier une donnée dans un topic donné. Et vous voyez bien ici, qu'est-ce qu'on publie? On publie un message préalablement calculé dans un topic. Alors le message, on le calcule à quel niveau? Eh bien, on le calcule ici. Comme ici, par exemple, get humidity level, get temperature level. Ça, c'est juste pour apprécier les différentes mesures. Get random number, juste pour avoir une certaine distribution. Vous voyez, en fait, on a utilisé ici cette distribution uniforme avec une certaine loi. Donc, c'est ce qui va donner un peu l'allure qu'on a obtenue. Mais en tout cas, ce n'est pas la réalité. Il va falloir qu'on le remplace par quelque chose de réel. C'est ce qu'on a l'intention de faire au niveau du projet. Et là, c'est ce qui va programmer un peu l'envoi des données. C'est cette méthode-là qui, une fois, il formate les données de l'humidité dans un format JSON, il les envoie à ce niveau-là. Là, il les a postées. Ou bien, la prochaine fois, c'est plutôt le tour de la température. Juste un bascule. Donc, on a utilisé une variable globale qui bascule entre le passage par là et le passage par ici. Mais c'est une procédure que je dois exécuter à répétition, à intervalle de temps répété. Donc, on a utilisé le trading timer start donc pour réexécuter la même procédure à intervalle de temps régulier. Bien sûr, il faut définir un certain nombre de paramètres. Il faut paramétrer le broker, il faut paramétrer les topics, il faut définir un certain nombre de valeurs avant de faire appel à la méthode, là où il y a l'appel à la méthode de publication pour publier soit la température, soit l'humidité. Donc, vous voyez, en fait, c'est très simple. Il y a des choses il y a un certain nombre de fonctions qu'il faut programmer. C'est ce qu'on va faire demain. D'accord? Donc, on reviendra en détail sur ça demain. Voilà, je vais arrêter à ce niveau-là. Si vous avez des questions, ça serait pour demain, en première heure de notre séance.